Bonsoir à tous, bienvenue dans M. Un seul titre ce soir dans notre magazine, les 30 ans de la région bruxelloise. Un anniversaire, c'est toujours une occasion de faire le point, de se tourner vers le passé, de prendre de bonnes résolutions. Et on va jeter aujourd'hui un coup d'œil dans le rétroviseur avec des représentants des forces vives de la région. Alors en 30 ans, la région a évidemment beaucoup changé, en bien ou en mal. C'est une des questions que nous allons poser à nos invités. Estelle Keulemans, bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de la FGTB Bruxelles. Alors je vais vous proposer quatre adjectifs et vous allez me dire lequel convient le mieux pour analyser les 30 ans de la région. Vous diriez déception, satisfaction, félicitations ou perfection? Je m'en voudrais pas, mais ce sera aucun des quatre. Oh, donc voilà, je là pense vous que me décevez. Non, il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc le verre n'est certainement pas à moitié vide, mais il n'est pas à moitié plein non plus. Donc on a encore beaucoup de choses et de défis à relever à Bruxelles. Alors José Garcia, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des locataires. Alors vous, est-ce que vous allez choisir un de ces quatre termes ou pas? Mais moi, j'ai envie de dire que certainement la région peut mieux faire. Ça, ouais. C'est vraiment, si je devais résumer la dernière législature, c'est ça. Oui, mais si on va sur les 30 ans, vous diriez déception, satisfaction. Vous ne mettrez pas félicitations ou perfection, ça j'ai bien compris. Peut mieux faire. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites à certains moments des 30 ans qu'on ne fait plus maintenant et inversement. Je pense qu'en tout cas en matière de logement, c'est quand même assez... les résultats sont pas bons. Ouais, donc je dirais une pointe de déception. Allez, voilà. Oui, certainement. Alors on y viendra dans quelques instants. René Konings, bonsoir. Vous êtes directeur d'Agoria Bruxelles. Vous représentez le patronat sur ce plateau. Vous, que choisissez-vous? Félicitations quand même. Félicitations. Mais je souhaite quand même aussi plus de l'ambition pour l'avenir. Et vous, Claire Scoyer, qui êtes chargée de mission à Inter-Environnement Bruxelles, dites-moi. Nous, on est un peu déçus quand même, parce qu'on a accueilli avec beaucoup de soulagement l'arrivée de la région en 89 en tant que fédération de comités de quartier, de comités d'habitants, et que le bilan après 30 ans, pour nous, est décevant. Alors, ce bilan, on va le détailler avec vous tous dans quelques instants, mais tout de suite, je vous propose une petite séquence qui retrace l'histoire politique, économique et sociale de la région. Je vous propose de la découvrir. 18 juin 1989, le jour est historique, les premières élections régionales bruxelloises. 25 listes, un bulletin de vote immense. Et certains électeurs perplexes. Il y a beaucoup trop. Parce qu'encore une fois, pour avoir une majorité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont devoir s'acoquiner avec n'importe qui. À l'issue du scrutin, le PS est le premier parti francophone. Les listes flamandes obtiennent 15,3% des voix, 11 députés sur 75. Le premier gouvernement voit le jour. À sa tête, un homme l'incarne, Charles Piquet. Et juste avant de prendre en main les rênes de la région, son constat est implacable. C'est une ville qui est en crise sur le plan social, qui est en crise sur le plan économique, qui est en crise sur le plan culturel. C'est une ville qui vit des fractures sociales dangereuses, qui n'a pratiquement rien fait pour régler le problème de l'immigration ou à aborder ce problème de manière, à mon avis, tout à fait maladroite. Nous avons un fantastique défi à relever. Tout est à faire, la transformation de la région commence. Le gouvernement s'y attelle, adopte de nouvelles législations en matière d'aménagement du territoire, d'environnement, de mobilité, lance les contrats de quartier, de grandes opérations de rénovation urbaine. La région se dote également d'un drapeau et un symbole, l'iris. Enfin, pour ceux qui savent le reconnaître. Si vous voulez une opinion tout à fait personnelle et juste entre nous deux, alors je vous dirais que ça ressemble plus à une banane pour moi qu'à une iris. Le Parlement siège pendant des années dans l'enceinte du Parlement fédéral. Il faut attendre 1999 et la construction d'un hémicycle rue du Lombard pour qu'enfin il dispose de son propre bâtiment. Nous n'occupons plus un bâtiment qui nous appartient plus. Je crois que symboliquement, c'est important. Le premier gouvernement bruxellois n'est toutefois pas épargné par les turbulences. En 1994, le ministre social-chrétien Jean-Louis Theiss démissionne face aux suspicions de malversation qui planent sur lui. Il n'y a, mesdames, messieurs, jamais eu de surfacturation
ou autres pratiques délictueuses. La deuxième législature est marquée par l'arrivée des libéraux qui entrent dans la danse. Des années agitées. Il y a, comme qui dirait, de la friture sur la ligne avec le partenaire socialiste. Il est évident qu'on ne peut pas s'attendre de la part du PRL à tout simplement entériner ce qui a été fait par le passé, alors que nous n'étions pas au pouvoir. Et en 1999, la danse prend l'allure d'une valse, celle des ministres-présidents libéraux. On est de retour. Ils vont se succéder, 4 en une législature. Le passage de Daniel Ducarme marquera les esprits, contraint de démissionner après les révélations sur son arriéré fiscal et son absence de déclaration fiscale pendant plusieurs années. Le choix que j'ai décidé de faire me peine, car il trouble l'engagement d'une vie. Je le sais nécessaire au nom des valeurs qui m'animent. Les libéraux restent 9 ans au gouvernement. Ils œuvrent entre autres à la création d'une nouvelle ligne de métro, une extension vers l'hôpital Erasme. Et si on ne change rien, l'avenir sera apocalyptique. En 2005, Bruxelles sera complètement paralysée par le flot des automobiles. La mobilité, un dossier ultra sensible à Bruxelles. C'est une des villes les plus embouteillées d'Europe, malgré une fréquentation de plus en plus grande de son réseau de transport en commun. En 30 ans, la fréquentation de la STIB est passée de 186 à plus de 400 millions de voyageurs par an. Pour financer ces infrastructures, la région a longtemps manqué d'argent. Pendant des années, elle a revendiqué 500 millions d'euros par an au minimum pour assumer son rôle de capitale. Moi, ce que je demande, c'est que l'État fédéral soit fier de sa capitale et qu'il lui apporte les moyens nécessaires. Les accords Belliris, de l'argent du fédéral qui finance des travaux à Bruxelles, apporteront une bouffée d'oxygène. Mais il faudra attendre la 6e réforme de l'État pour qu'elle soit correctement refinancée. Un manque d'argent qui n'est pas sans conséquence, le piteux état des tunnels est là pour en témoigner. Juin 91, la toute nouvelle région vit son premier coup de chaud, les émeutes de Forêt. En 30 ans, la région a subi de nombreux bouleversements sociaux, secouée par plusieurs émeutes, signe de la dualisation qui y règne, de la discrimination également, et des ratés de sa politique d'intégration. Frappée par de nombreux drames sociaux, un chômage endémique que la région a mis du temps à endiguer et la perte de son emploi industriel, la fermeture annoncée de Lipton en est un des derniers exemples. Tout fonctionnait correctement ici à l'usine de Forêt. On est dans un groupe Unilever qui fait des bénéfices mirobolants et qui, dans la course au profit, se permet de mettre en jeu l'avenir de travailleurs et de leurs familles. C'est juste scandaleux et dégueulasse. Ébranlé aussi par une explosion du coût du logement qui a chassé une partie de sa population, incapable d'assumer des loyers de plus en plus élevés. Ils ont augmenté pendant 10 ans de 50%. Alors que les prix moyens, quand on va à l'épicerie, quand on va un peu n'importe où, les prix moyens ont augmenté de 20%. Donc il y a vraiment eu un décrochage des loyers par rapport au prix. Mais Bruxelles est également une région qui produit beaucoup de richesses. Sa vocation internationale n'a cessé de s'affirmer. Non sans mal, des quartiers entiers en ont fait les frais, comme lors de la construction du Parlement européen, que les Bruxellois ont ironiquement appelé le caprice des dieux. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous le savez, les accords institutionnels bruxellois ont été signés à l'arraché dimanche à l'aube. Au fil du temps, les compétences de la région n'ont cessé de croître et ces structures ont été adaptées. Ainsi, en 2001, les accords du Lombard permettent une représentation garantie des élus flamands. Ils seront désormais 17, quel que soit le résultat électoral. L'opposition crie au scandale, estimant que Bruxelles s'est vendue à la Flandre et à la Volksunie. Ils sont en train de lui offrir en prime ce qu'on avait toujours refusé et ce qu'il voulait depuis longtemps, la flamandisation de Bruxelles. En 6 législatures, la région bruxelloise a connu 10 gouvernements. Seul le Parti socialiste et les socio-chrétiens flamands en ont toujours fait partie. En 30 ans, la région s'est métamorphosée. En 1989, elle comptait 965 000 habitants. Il y en a 1 200 000 aujourd'hui. Le boom démographique est un des défis qu'elle doit encore relever. Le chantier reste immense.
Oui, le chantier reste immense, effectivement. Alors Estelle Keulemans, quand on entend la première interview de Charles Piquet d'il y a 30 ans, quand il dit c'est une région en crise sociale, économique, fracture sociale, la gestion de l'immigration, on a l'impression que cette interview-là, elle n'a pas pris une ride et qu'on pourrait presque la transposer aujourd'hui. Alors à certains égards, oui, et puis à d'autres, non. Voilà, je serai un peu cohérente par rapport à ma première réponse. Donc voilà, Bruxelles, je pense que ça a été dit aussi, a souffert pendant très très longtemps de questions de sous-financement. Bruxelles est une des régions les plus riches d'Europe, et puis quelque part, sa population n'en bénéficie pas. Et donc ça, c'est quand même un gros souci. Et aujourd'hui, en tout cas depuis ces 5 dernières années, Bruxelles fait aussi, au niveau politique, figure un peu de dernier village gaulois, avec le dernier aussi gouvernement un peu progressiste, et qui pour une fois ne s'est pas assis sur la concertation sociale. Et donc nous, on a travaillé ces dernières années avec eux, et ces 5 dernières années, voilà, on a travaillé justement au redressement de la situation en matière d'emploi, de lutte contre les discriminations et autres. Mais oui, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire, on est bien d'accord, mais il y a quand même des avancées notable. Oui. Alors, José Garcia, vous disiez donc déçu du bilan en matière de logement. Alors, c'est vrai qu'il y a tout de même plein de choses qui ont été faites, des programmes de rénovation, les contrats de quartier, un plan logement, une alliance habitat, la mise en place de l'allocation logement très récemment, et pourtant, ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qui a manqué, selon vous, dans cette politique du logement ? Ce qui a manqué, c'est justement c'est la pléthore d'initiatives, mais qui ne concernent toujours que quelques partie de la grande majorité des locataires. Donc le but ici n'est pas évidemment de dire que les politiques ne font rien et bon, on est alors très rapidement dans un discours qu'on pourrait qualifier de poujadiste. Non, au contraire, les politiques ont fait beaucoup de choses, mais là où ils ont pris 1000 mesures qui concerne 2000 locataires, nous on aurait voulu qu'ils prennent une mesure qui concerne 40 000 locataires, vous voyez. Donc c'est vraiment ça le problème, et j'espère que dans la suite du débat, je pourrais, disons, donner quelques idées de ce qu'il faut faire, et notamment, et j'insiste déjà, c'est s'occuper des logements privés. 88% des rapports locatifs se font dans le privé, donc certes, il faut avoir il faut massivement construire du logement social, et notamment dans les communes où il en manque, ça c'est clair, mais 88% des rapports locatifs étant dans le privé, on ne peut pas résoudre, je dirais, la problématique du logement si on ne s'occupe que du logement social. Oui, alors difficulté donc pour les personnes les plus précarisées de se loger, Claire Scoyer, difficulté aussi pour la classe moyenne, parce que cette classe moyenne, elle a continué à fuir Bruxelles, elle n'a cessé de fuir Bruxelles. C'est une vraie source d'inquiétude pour vous, ça ? Mais ce qui est certain, c'est que la volonté de la région de créer de la mixité sociale a généré plutôt une politique d'attractivité qui a surtout entraîné une montée de la valeur foncière. Et donc, c'est ainsi que les prix ont flambé. Les prix du logement, mais aussi les prix des terrains. Et donc, ça vaut tant pour les habitants que pour l'industrie, les activités économiques. Et ce, sans disposer de modes de régulation foncière, de capter, par exemple, les plus-values générées par des changements d'affectation du sol, des périmètres de préemption. On a plutôt vendu les bijoux de famille, on a vendu des terrains publics. Sur du terrain public, on prévoit des fonctions privées. Et donc, c'est en fait finalement un régime relativement libéral qui est très, très étonnant, et donc qui est entre autres responsable au final du creuset des inégalités sociales. Et donc on entend Charles Piquet au début de son mandat, effectivement 30 ans plus tard, les inégalités sociales se sont accrues parce que on a à l'heure actuelle la file d'attente pour les logements sociaux. En 15 ans, elle a doublé. On était à 22 000 personnes sur la liste d'attente. Aujourd'hui, on en est à 44 000. Le nombre de sans-abri à Bruxelles, sur la même période, a doublé. Donc les indicateurs sociaux, et on peut aussi dire les indicateurs environnementaux, sont quand même plutôt au rouge. Alors René Konings, on voit là un constat assez sévère par rapport à la situation de la région. Alors effectivement, comme la classe moyenne a fui Bruxelles, la navette, elle, a augmenté. Donc beaucoup de gens sont obligés d'employer leur voiture pour venir à Bruxelles, ou en tout cas, ils disent qu'ils n'ont pas d'autre solution. Pour vous, le problème de mobilité, ça reste la pierre angulaire de cette région bruxelloise ?
Pour côté employeur, il y a 3 priorités. La mobilité, le point noir, c'est vrai. Donc la région n'a jamais réussi à arrêter l'exode urbain de la classe moyenne, mais ni des entreprises. Et ça veut dire ça a des conséquences négatives sur les finances, mais aussi sur la mobilité. Parce que les gens qui travaillent à Bruxelles, mais qui habitent en dehors, ça représente bien entendu plus de trafic et plutôt des voitures. Deuxième priorité pour les entreprises, c'est la fiscalité. Il fait cher pour entreprendre à Bruxelles, plus cher qu'en périphérie. Et troisième priorité pour les employeurs, c'est trouver et la recherche du talent. Ouais. Pourquoi actuellement on a du mal à trouver du personnel compétent ici dans le vivier d'emploi qui existe en région bruxelloise? Oui, donc il faut investir davantage dans la formation et l'enseignement. Bien entendu, ce n'est pas une compétence de la région, mais ça reste important aussi pour travailler bien ensemble avec les communautés. Et de l'autre côté, lié de nouveau à la mobilité, les entreprises ont du mal à trouver du talent, souvent quand ils ont des candidats pour travailler chez eux. Il y a des candidats qui disent « Moi, je ne veux pas travailler à Bruxelles », même pour des gens qui travaillent à Bruxelles, mais qui trouvent ou qui pourraient trouver un emploi à Bruxelles, de l'autre côté de la ville. Ça représente un problème quand on parle de la mobilité. Ouais. Alors, en matière d'emploi, c'est vrai que maintenant, on a des bons résultats en matière de lutte contre le chômage, mais il reste tout de même les fractures sociales, elles continuent à être là. Estelle Keulemans, qu'est-ce qu'il manque dans la politique de l'emploi aujourd'hui? C'est plutôt des aides qui sont trop importantes ou mal ciblées ou alors qui ne touchent pas assez leur but? D'abord, il faut distinguer 2 niveaux. Il y a le niveau fédéral, évidemment, et puis il y a le niveau régional. Parce que je pense que ce dont on doit pouvoir discuter aussi ici, c'est la question de la cohérence des politiques. Donc voilà. Mais au niveau régional, en tout cas, les instruments qu'on a mis en place, notamment la garantie jeunesse, notamment toute une série de mesures pour pousser l'emploi des Bruxellois, et excusez-moi, mais la navette s'est aussi inversée. Donc il y a beaucoup plus d'emplois bruxellois qui s'est créé ces dernières années. Je pense que c'était important aussi, parce que sinon c'était un petit peu facile d'avoir une région qui vivait surtout avec des emplois de nafteurs. Donc voilà, il y a des choses effectivement qui ont évolué positivement et notamment dans le cadre d'accords qu'on a conclus ensemble et des projets sur lesquels on a travaillé ensemble avec le gouvernement. Le seul souci, c'est qu'effectivement derrière ça, nous, on observe une dégradation des qualités de l'emploi et notamment l'emploi des jeunes, puisqu'on a observé que les contrats de travail à durée déterminée, donc temporaires, et sur lesquels les jeunes ne savaient pas se construire un emploi, ont complètement explosé dans la région. Donc on doit aussi, certainement, dans la prochaine législature, réorienter les politiques pour être sûr et garantir que les emplois qui sont créés ici en région bruxelloise soient des emplois de qualité pour se faire. René Konings, par rapport à ça, vous vous sentez visé la qualité de l'emploi? Non, pas vraiment. Par les employeurs. J'aimerais ajouter que tout à fait le travail ensemble, la collaboration, c'est un bon point. Notamment, on a réussi de faire travailler mieux ensemble Actiris et le VDAB. Ça a mené à plus d'emplois. Le VDAB, c'est l'Office flamand de l'emploi. Tout à fait. Donc, plus de Bruxellois ont trouvé un boulot en périphérie. Et il faut dire, avant, Actiris n'avait pas une bonne image auprès des employeurs. C'est en train de changer, notamment sous l'initiative du ministre Gauzin, cette dernière législature, mais aussi le management d'Actiris. Ils ont fait du bon boulot et Actiris, c'est un vrai partenaire. Je voudrais vous proposer maintenant une déclaration du patron de Bessie, qui a la dent un petit peu plus dure que vous quand il fait le bilan de la région bruxelloise, en tout cas ces dernières années. Je vous propose de découvrir ces déclarations d'Olivier Willox. C'était dans Le Soir il y a quelques jours. Bruxelles manque de leadership et il y a cette incapacité du secteur public à faire en sorte que les choses changent et aussi une forme de repli sur soi qui consiste notamment à expliquer que c'est la faute des autres. Alors il est beaucoup plus sévère que vous. Qui a raison dans ces deux versions? Vous semblez beaucoup plus positif que le patron de Bessie. Je pense que les institutions sont compliquées et toutes ces structures sont rassemblées à Bruxelles. Ouais. Mais il fait du Bruxelles bashing, que vous avez l'impression, Olivier Willox, quand il dit ça? Je ne pense pas. Il est peut-être dur dans ses propos, mais il veut... Parce qu'il dit que c'est pas de sa faute, c'est de la faute des autres. Ouais, il dit que c'est la faute. Ouais. Par exemple, si on prend... on avait encore, jusqu'à pas si longtemps, en région bruxelloise, 600 hectares de zones d'industrie urbaine, qui sont des zones tout à fait adaptées à l'accueil de l'activité économique. Au nom du boom démographique, on a sacrifié 25% de ces superficies. Et donc évidemment, les entreprises ne savent plus où s'installer et donc quittent Bruxelles. Et donc, quelque part, se dire
il y a assez d'emplois à Bruxelles, mais ils ne sont pas occupés par les Bruxellois qui, du coup, sont obligés d'aller en périphérie. Donc, ça pose de nouveau la question de la congestion, la navette, etc. Et puis, il y a la question de la qualification. Donc, en fait, on sait que la main-d'œuvre bruxelloise est peu qualifiée, que dans les emplois peu qualifiés, il y a des choses qui sont très utiles à la ville. C'est comment reconnecter, en fait, un écosystème urbain, avoir des emplois qui correspondent aux qualifications et qui ne sont pas générateurs d'une mobilité tout à fait toxique pour l'environnement. C'est vrai que la perte de cet emploi industriel, elle est flagrante. L'emploi industriel a fondu comme neige au soleil ici en région bruxelloise. Alors il y a un plan industriel maintenant, mais on a l'impression qu'il manque d'outils pour relocaliser à Bruxelles ces emplois industriels. Vous me permettrez quand même de revenir un tout petit peu sur les propos d'Olivier Willox, quand même, qui sont à mes yeux clairement du Bruxelles bashing. C'est visiblement quand même un état d'esprit qui continue à vivre à Bruxelles et qui devrait quand même un petit peu changer dans les années à venir. En tout cas, je l'espère. Parce que, bon, voilà, peut-être que je comprends la frustration de M. Willox, qui ne s'est pas retrouvé ici, en tout cas dans la configuration, comme au niveau de l'État fédéral. Public cette incapacité du secteur public à faire en sorte que les choses changent. C'est magnifique de toujours, effectivement, rejeter aussi la balle dans le camp de l'autre. Je rappelle quand même, effectivement, aussi que M. Willox était autour de la table avec le gouvernement pour travailler notamment sur toute une série de chantiers dans des compétences partagées et notamment sur les questions d'emploi et autres. Alors, sur le plan de développement industriel, donc soyons clairs, c'était soi-disant une des priorités du gouvernement. Elle est arrivée chez nous fort tardivement, sans prendre en compte une série de positions que nous avions prises conjointement entre partenaires sociaux. Et elle manque effectivement d'ambition. Il y a vraiment la possibilité à Bruxelles de continuer et de maintenir de l'emploi industriel, certainement dans certaines zones. Mais vous y croyez, ça, René Conings, un redéploiement de l'emploi industriel? Je crois surtout en transformation de l'économie. Donc le futur sera numérique et c'est là où on doit aller. Donc il n'y aura pas que des usines, mais il y aura un peu de tout, des entreprises de services, des entreprises de l'économie circulaire, de l'entreprise du numérique, il y aura de tout. Et c'est ça le futur, d'où l'intérêt aussi de former nos jeunes et de les préparer au futur numérique. Et donc le déficit de formation, ça reste un de vos gros soucis, on imagine, que la qualité de la formation soit meilleure, autant les employeurs que les syndicats. Alors, il y a une demande très forte au niveau sur de formation, donc là aussi, Bruxelles Formation, je pense, a évolué terriblement. Il y a eu des accords sectoriels qui ont été négociés, notamment avec le secteur de la construction, notamment avec les secteurs justement plus industriels et autres. Et donc on espère que dans les années à venir, justement, tous ces accords entre justement les interlocuteurs sociaux, mais aussi Bruxelles Formation, va permettre d'avoir et de développer véritablement, on le dit, ou les talents, en tout cas les capacités des travailleurs ou des demandeurs d'emploi et des jeunes bruxellois pour pouvoir travailler, notamment effectivement l'économie circulaire. Mais l'économie circulaire, c'est pas une industrie technologique, c'est une industrie effectivement qui est fondamentalement à caractère industriel. L'économie circulaire. Mais pas que. Alors pour faire avancer le débat, je voudrais vous proposer une autre déclaration, toujours dans le soir du 5 avril. C'est le CEO du VOCA, le patronat flamand, Hans Martens. Et lui, que dit-il? Ce qui manque vraiment à Bruxelles, c'est une stratégie, une vision. Que veut-on faire de cette ville? Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre? Où Bruxelles veut-elle être en 2030, en 2040? Comme dans une entreprise, on a besoin d'un plan. Alors on va faire un tour de table par rapport à ça. En termes de logement, la stratégie à mettre en place selon vous dans les années qui viennent, quelle est-elle, José Garcia? Mais d'abord, il faut quand même que les politiques qui nous dirigent et qui vont nous diriger demain se disent que, contrairement au passé, la région est totalement compétente en matière de logement. Donc ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Parce qu'avant, effectivement, le logement privé était aux mains du fédéral. Et donc, les Bruxellois pouvaient dire, nous, on s'occupe de la loi sur le bail. Voilà, la loi sur le bail. Bon. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment une chose importante à répéter à nos futurs responsables. Quelles sont les priorités? J'insiste. Il y a une priorité sur la rénovation et, je dirais, tout ce qui concerne les économies d'énergie dans le bâtiment. Et là, je pense que ma camarade ici, à ma droite,
Rapidement, José Garcia, allez-y. Est d'accord de dire qu'il y a peut-être moyen là d'avoir... on a des intérêts en commun pour essayer effectivement que, comme par le passé, le secteur de la construction, qui fait du travail non noir, puisse avoir des nouveaux marchés et un nouvel investissement en matière donc de rénovation, ne fût-ce que pour faire des économies. Et pour la régulation des loyers, une proposition que vous souhaiteriez voir mettre en œuvre très rapidement, s'il vous plaît? Alors oui, là aussi c'est très important à dire, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne faut pas nécessairement révolutionner le monde locatif pour avancer. Notre proposition tient en un mot, un loyer de base généralisé et perpétuel, quel que soit le nombre de locataires qui occupent réellement le logement. Donc, il peut y avoir 10 000 locataires qui occupent... ça veut dire qu'on ne profite pas d'un changement de locataire pour augmenter très fortement le loyer. Ce que nous avons constaté, c'est qu'effectivement, dès qu'il y a un changement de locataire, le bailleur profite de l'occasion. Et donc, ça, c'est une mesure très simple qui peut être faite très rapidement et qui garantit, si vous voulez, un certain contrôle des loyers. Alors, Claire Scoyer, 2030, 2040, quelle stratégie à mettre en œuvre? Qu'attendez-vous du prochain gouvernement dans les thèmes qui vous occupent le plus? Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé finalement, c'est la question démocratique. Et nous, on a l'impression que l'urbanisme, de ce point de vue-là, est à l'heure actuelle très régressif, que l'urbanisme est de moins en moins démocratique. Il y a toute une série de plans qui ont été adoptés sur les dernières années, comme le plan de développement international, le plan Canal. Pourtant, on ne cesse de parler d'ateliers participatifs dans la mise en place de certains projets. Tous ces plans n'ont même pas été soumis au Parlement ou très tardivement. Il n'y a jamais eu de grand débat public. Le dernier dispositif adopté par la région, les fameux plans d'aménagement directeurs pour les grandes zones foncières liées au développement, c'est vraiment un minimum de participation avec un maximum de dérogations. On a l'impression d'être de plus en plus face à des plans immobiliers plutôt que face à des projets de ville. Et donc voilà, nous on a vraiment un souci en tant que fédération de comités de quartier, un souci démocratique, et puis des politiques plus redistributives socialement, sur des terrains publics, des fonctions publiques, du logement social, des équipements collectifs, des crèches, des écoles. Quand on voit des zones foncières qui appartiennent au pouvoir public et on voit se développer du logement privé, parfois pas une seule école, parce qu'on parlait de l'emploi et de la qualification, c'est là que ça naît, c'est dans les écoles, c'est dans... Enfin, bon, donc voilà, il y a... Alors Estelle Keulemans, on a entendu, on a vu Daniel Ducarme dans ce reportage, il avait fait une déclaration qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques années, il avait dit l'intégration est un échec. Vous diriez quoi par rapport à ces déclarations aujourd'hui? L'intégration est un échec ou pas quand on voit les fractures et la dualisation de certains quartiers? Donc c'est clair, la mixité en tout cas entre quartiers, elle n'est pas suffisante. Et je pense que ce que mon camarade qui est à ma gauche ici, a tout à l'heure proposé, c'était effectivement d'avoir plus de mixité dans les politiques de logement aussi, donc avoir effectivement du logement social, mais pas que du logement social, sur la aussi question développer. de l'intégration des populations. Mais parce que c'est évidemment lié, c'est véritablement lié. Donc il faut aussi que demain, dans les communes un petit peu plus privilégiées du sud de Bruxelles, on ait aussi du logement social qui s'y développe et de manière extrêmement ambitieuse. Donc voilà, notamment, et donc voilà. Ça, c'est très clair. Ouais. Mais aussi avoir effectivement des possibilités d'avoir des logements plus modérés et autres dans ces quartiers-là aussi. Et sur la discrimination, puisque c'est un des thèmes que vous dénoncez régulièrement. Sur la discrimination, là, on n'est pas dans le logement, mais sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'est très clair. On a sorti récemment tout un baromètre qui montre que ces discriminations, elles persistent sur le marché de l'emploi. Donc pour nous, la discrimination à l'emploi, et c'est souvent malheureusement un peu au niveau patronal, là où nos positions divergent. Donc nous, il faut absolument arrêter de nier ce phénomène. Ça existe fondamentalement et on doit prendre des mesures par rapport à ça. Et si je peux juste terminer par rapport à ça, on doit être en tolérance zéro. Alors René Konings. Je suis bien d'accord avec ça. Donc une meilleure intégration se passe par le boulot, par l'emploi. Et Bruxelles est une ville cosmopolite et on tient compte et c'est bien entendu logique. Et donc sur la responsabilité des employeurs, je pense que si on ne tient pas compte d'une meilleure intégration, on ne trouvera pas des candidats.
Je parlais du talent. Je veux dire, moi, en tant qu'employeur à la FGTB, j'ai subi récemment des tests voilà. Et moi, j'ai pas de souci par rapport à ça parce que je suis droite dans mes bottes. Donc, il faut malheureusement commencer aussi par des mesures par rapport à ça. Je parlais du talent et c'est de toutes les nationalités et toutes. Mais il faut être sûr que derrière, effectivement, il y a une ouverture réelle des employeurs engagés. Tout à fait. Tous les travailleurs. Je vais devoir clôturer puisque le temps qui nous est imparti est terminé. Vous aviez encore quelque chose à rajouter? Une des vertus quand même de Bruxelles, c'est que les quartiers populaires sont au centre-ville et que pour moi, justement, il n'y a pas de ghetto à Bruxelles. Et s'il y a des ghettos, c'est plutôt des ghettos de riches. Et donc, pour moi, la question, c'est comment maintenir les gens qui sont plus démunis au cœur de la ville parce que justement, dans ce cas-là, ils sont moins précarisés parce qu'ils ont accès aux services de la ville. C'est le droit à la ville. Voilà, ce sera une mixité dans les quartiers. Ce sera le mot de la fin. Le débat continuera, j'imagine, après le générique. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour le dernier M de la semaine. Très bonne soirée à tous.